Un peu plus loin, peut-être un peu plus en hauteur également. Voilà. J'ai décidé qu'on allait se mettre dans une ambiance un petit peu cool, un petit peu cocooning, avec une petite boisson. Éventuellement, n'hésitez pas à prendre un petit snack. Par exemple, j'ai mes pâtes de fruits juste ici. Je suis malade, donc je m'excuse d'avance. Ma voix va être particulièrement enrouée. Je risque de tousser, donc il risque d'y avoir beaucoup de cuts dans cette vidéo. Je m'excuse d'avance, je sais que ce sera pas fifou dingue. Ça m'embête un petit peu étant donné que j'ai mis des lights juste ici et qu'on ne les voit absolument pas comme le reste de mon décor, on ne le voit absolument pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu sensible et qui est un petit peu dur. Donc, petit trigger warning, ça va pas être très joyeux. On va parler de diverses addictions et de quelques problèmes psychologiques que j'ai pu traverser et desquels je suis en train de sortir petit à petit. Et donc, j'aimerais bien en parler avec vous. Si ça peut aider certains d'entre vous, du haut de mes 17 ans, bientôt 18 quand même, j'ai traversé pas mal de petites choses, même si je vous l'accorde c'est très jeune et je ne suis qu'au début de ma vie, je suis littéralement née hier. Donc il y a encore beaucoup de choses que je vais apprendre et j'en ai parfaitement conscience. Ce n'est pas la peine de venir lâcher votre petit commentaire haineux en mode oui tu connais la vie, je sais. Mais je suis là pour partager mon expérience et je suis là pour vous dire comment je m'en sors, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, comment j'ai fait, voilà, bon, bref. Commençons par le commencement, histoire de mettre un petit peu les choses au clair. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai traversé pas mal de périodes d'addictions diverses et variées, dont l'automutilation et la prise de médicaments, qui ont été des addictions qui ont été très dures pour moi. Surtout la première, parce qu'elle a duré très très longtemps. De, je dirais approximativement la 6ème, 5ème jusqu'en seconde. Donc c'était c'était une addiction qui était très présente dans ma vie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'automutilation et la scarification, tout est là. Voilà, je vous mets les petites définitions parce que je ne veux pas perdre de temps à définir, mais voilà, c'est se faire du mal à des fins diverses. Et c'est quelque chose qui est très courant chez les personnes qui ont un mal-être ou qui ont besoin d'extérioriser des choses. Bref, c'est un combat qui est dur à mener. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au collège, je me faisais insulter, rabaisser aussi par mes camarades de classe qui me détestaient et qui me le faisaient complètement comprendre, qui me faisaient comprendre que je n'étais pas comme eux, que j'étais pas normale et que en fait j'avais pas ma place parmi eux. Et ça fait partie des choses qui m'ont poussée à commencer ça. C'est une pratique que j'ai découverte assez jeune, notamment à cause aussi, quoi qu'il en soit, des réseaux qui en parlaient à ce moment-là, parce qu'il me semble que c'était période 2020-2021. C'était quelque chose qui commençait à se faire un petit peu entendre sur internet. Et j'avais commencé à faire ça sur les bras, sur les jambes. Et ça avait été très violent pendant tout le collège. Pendant de la 6ème à la... on va plutôt dire 5ème à la fin de 3ème, quoi. Milieu 3ème. Et c'était dans un but un peu punitif. De me dire que les gens me détestent parce que je suis comme ci, comme ça, ou alors parce que je ressentais des émotions très fortes et que donc je n'avais pas de contrôle sur celle-ci et j'avais le besoin de contrôler quelque chose et je pense que c'était ma manière de contrôler mes ressentis, de contrôler tout ce qui se passait et aussi de me calmer parce qu'en fait j'allais faire des crises d'angoisse, etc. Ce genre de pratique m'aidait en fait à canaliser mes émotions, même si ça peut paraître un petit peu étrange pour quelqu'un qui n'a jamais eu ça, qui lui a traversé l'esprit, qui n'a jamais eu de pensée suicidaire ou de pensée très sombre. Et c'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre, mais c'est vrai que pendant un moment c'était ce qui me canalisait et ce qui canalisait mes émotions. J'ai traversé des relations qui ont été compliquées aussi, notamment avec un garçon qui était le premier garçon avec lequel je suis sortie et avec qui ça a été très difficile et je suis sortie avec lui pendant 1 an et demi, donc ça a été
dur pour moi parce qu'il était très, disons, abusif sur beaucoup d'aspects, l'aspect sexuel, l'aspect psychologique, moral. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne pensait absolument pas que la psychologie était quelque chose d'important et qui pensait que quand on allait voir un psy, en fait, on allait se faire lobotomiser le cerveau et qui avait fait beaucoup de choses, qui m'avait pourri ma santé mentale en fait. Je parlerai pas dans cette vidéo-là des abus sexuels que j'ai pu subir par ces personnes, mais peut-être un jour, mais pour l'instant je me sens absolument pas prête pour en parler. Et aussi je pense que j'aurais trop d'impact sur sa vie si je commence à en parler maintenant et que je préfère attendre qu'il soit plus âgé, qu'il endosse ses responsabilités seul, plutôt que ça retombe sur sa famille qui, elle, n'a rien demandé. Mais disons que, par exemple, il m'avait forcé à ce que je lui donne mes mots de passe de mes comptes, notamment mon compte Instagram. Et sur ce compte Instagram, je suivais beaucoup de gens qui parlaient de santé mentale et qui essayaient de donner des tips et des solutions, en fait, de l'aide pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et c'était très mal vu par cette personne qui pensait tout simplement que c'était des conneries, qu'il fallait pas que je regarde ça, et qui, en fait, le prenait personnellement, qui disait ouais mais moi ça me fait du mal que tu regardes ça, ouais mais moi ça me fait du mal que tu vois des psys, ouais mais ça veut dire que moi je suis pas suffisant, ouais mais ça veut dire que je suis un connard. Et disons que, pour la faire courte, il se comportait comme ça pour un petit peu tout dans notre relation, que ce soit sur l'aspect psychologique et pour tout le reste en fait, et c'était voilà un peu très compliqué. Et donc, je n'irai pas dans les détails, mais c'était quand même relativement violent, c'était fréquent, il y a un moment où c'était toutes les semaines. Ça s'éloignait petit à petit grâce à l'aide de mes amis, même si j'en ai jamais eu beaucoup, mais j'en ai qui sont restés pour moi et qui faisaient très attention à moi dans cette période et qui donc m'ont aidé aussi à arrêter cette pratique. Et c'est quelque chose qui a duré très longtemps et auquel je commence depuis un moment. J'ai eu des petites rechutes, mais vraiment des petites rechutes. Depuis la seconde, je n'ai plus refait ce genre de choses de manière régulière et de manière importante. Et aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que c'est une pratique qui peut être extrêmement addictive et que les gens ont envie de faire encore et encore dès qu'ils se sentent pas bien et qu'ils le voient vraiment comme une solution de secours. Et ça a été mon cas pendant très longtemps et vraiment aujourd'hui, ce n'est plus une solution. Je n'y pense plus. Quand je suis pas bien, je n'y pense plus. Je n'ai plus envie de le faire. Ça me met mal à l'aise et voilà. Donc on peut dire que je suis soignée de ça. Pourquoi notamment parce que depuis donc la seconde où ça n'allait pas et où je me suis séparée de ce garçon-là, parce que comme j'ai expliqué pour toutes les raisons, j'ai expliqué de manière vague mais que j'ai énoncé là, et notamment dû au fait que mes amis, mes copines m'ont aussi ouvert les yeux en fait sur le fait que c'était absolument pas normal. Suite à ça, donc suite à tous ces chamboulements dans ma vie, il est vrai que j'ai essayé de mettre fin à mes jours en novembre 2023, que ça a été dur pour ma famille, ça a été dur pour moi, ça a été dur pour mes amis également qui ont été spectateurs en gros de mon état qui se dégradait de plus en plus. Et donc cette tentative-là a été exécutée par le biais de médicaments que je prenais en grande quantité. Je ne vous dirai pas lesquels, parce que je ne veux pas inciter qui que ce soit vers ça. Mais voilà, je n'allais vraiment pas bien et je pense que je comblais ce vide intérieur par des médicaments et des délires, enfin les effets secondaires qui me donnaient en fait de planer, qui pouvaient m'aider en fait dans ce truc quoi, de peine intérieure, et je voulais absolument arrêter de ressentir le vide et en même temps arrêter de trop ressentir. Je sais que ça fera peut-être pas écho à énormément de monde, mais c'est ce que je ressentais sur le moment. Et donc suite à ça, j'ai failli rentrer en hôpital psychiatrique, hôpital cellule psychiatrique en fait. Ça ne s'est pas fait parce que mes parents s'y sont opposés et on se sont engagés ensuite à un processus de suivi psychologique. Ce serait mentir que de vous dire que j'ai longtemps été suivie dans les premiers temps, parce que c'est faux. Il m'a pas fallu beaucoup de temps en fait. Je pense que le fait d'être suivie, de voir un psy, ça m'aidait énormément parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un d'extérieur, j'avais besoin de parler à quelqu'un d'autre qui ne me connaissait pas et
c'est vrai qu'au bout d'un mois, 2 mois, je crois qu'au bout de 3-4 mois, j'avais déjà commencé à ralentir mes séances chez le psychologue parce que ça me... Alors j'étais déjà suivie depuis bien avant ça, hein, depuis le collège déjà, mais je le voyais plus intensément donc après cette tentative là. Et en fait voilà, le fait d'être écoutée, ça m'a vraiment aidé à prendre du recul et à aller de l'avant dans cette addiction et à arrêter en fait. Même s'il est vrai que du coup la prise de médicaments a continué un moment et l'addiction est restée. C'est-à-dire que je développe une accoutumance au traitement très rapide et j'en prenais toujours plus. J'ai arrêté petit à petit et ce grâce aussi à mon entourage, à mes amis qui me surveillaient et à mon amoureux qui avait un énorme poids à porter pendant les premiers 6 mois de notre relation où j'étais vraiment très mal dans ma peau, très mal dans ma tête aussi. Et lui, il a assisté voilà, à toutes ces choses. Et ouais, ça a été dur pour lui aussi de porter le poids de ma santé mentale. Et ça a causé plein de soucis, de conflits aussi. Mais on peut pas nier qu'il a joué un rôle indéniable dans ma guérison de tout ça. Parce que il a remplacé petit à petit toutes les choses que je prenais pour me faire me sentir bien dans ma vie et dans ma tête. En fait, je suis passée de me faire du mal pour aller bien à lui, et lui me fait du bien. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, il me calme instantanément et mon esprit est bien et en sécurité, se sent en sécurité, se sent juste en paix quand je suis avec lui, quand je pense à lui ou quand je sais qu'il est près de moi. Notamment par rapport à la vidéo que je vous avais faite il y a un moment où je vous disais que j'avais changé de classe en première. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai changé de classe. C'est parce que j'ai une santé mentale très fluctuante. Je pense que c'est à peu près le terme qu'on pourrait employer. Une santé mentale sensible, on va dire, qui décline rapidement. Et que sans lui, je pense que... En fait, j'ai ma peur que sans lui dans l'environnement qu'est le lycée, j'aurais pu rechuter en fait encore et encore et arrêter, décrocher complètement l'école. Et grâce au fait qu'il est près de moi aujourd'hui et qu'on est dans la même classe, qu'on se voit souvent, eh bien ça m'apaise dans le sens où je suis pas seule. Et si jamais je suis pas bien, il le verra instantanément et il saura comment m'aider et il ne me laissera pas tomber. Et je risque pas de faire une bêtise trop grave. Ça fait partie des arguments pour lesquels j'avais aussi envie d'être dans sa classe l'année dernière et j'ai heureusement été dans sa classe cette année. C'est que voilà, et aussi j'ai une gestion du stress, une gestion de l'angoisse qui n'est absolument pas viable. Je gère très très mal les crises d'angoisse, les crises de nerfs, les crises de colère. C'est très difficile pour moi et je pense que la colère c'est le pire de tous parce que c'est cette haine qui me pousse à rechuter la plupart du temps. Je rechute quand je suis très en colère et fort heureusement, dû à sa présence en fait, ça ne m'arrive plus, je n'y pense plus, je sais qu'il est là, je sais qu'il compte sur moi, il me prend dans ses bras et il sèche mes larmes quand ça ne va pas et je suis extrêmement reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Aussi, ma meilleure amie Charlotte, que vous avez déjà vue sur ce compte YouTube et que je reverrai bientôt et je ferai une vidéo avec elle. Ma meilleure amie, elle a assisté à ce qui s'est passé en novembre. Elle a assisté à la tentative et elle a vu, enfin entendu de très loin toute ma progression. Et c'était la meilleure supportrice que j'ai eue de ma vie. Elle est là et tous les jours, même encore aujourd'hui, alors qu'elle sait que voilà, je me suis quand même beaucoup sortie de ses problèmes, elle est toujours là à m'encourager à faire de mon mieux. Et on va dire que c'est la personne numéro 1 que j'appelle quand ça va pas. Même si j'adore mon amoureux et que en fait, je ne veux pas lui faire trop porter aussi le poids de ma santé mentale parce que sur notre relation ça risquerait d'être très malsain. Mais la première personne à qui je parle quand ça va pas, c'est ma meilleure amie. La première personne de laquelle je veux prendre des nouvelles et qui veut prendre des nouvelles de moi, c'est ma meilleure amie. Là, voilà, elle est extrêmement importante. Et c'est une personne extrêmement gentille, sensible et qui elle aussi a son lot de problèmes et je pense que du fait qu'on ait des problèmes relativement similaires, on arrive beaucoup à s'entraider parce qu'on se comprend énormément, on est littéralement la même personne dans 2 corps différents et ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans,
5 ans qu'on est amis. On a commencé à parler en 2021, un petit peu de manière superficielle, plus profondément depuis 2022. D'ailleurs, l'ex avec lequel c'est très mal passé m'avait coupé de tout contact avec Charlotte. Ce qui a été une phase très dure aussi dans notre amitié parce que on ne pouvait pas se parler en fait, parce qu'il était jaloux, maladif, genre ça n'était pas sain. Et donc elle a joué un rôle significatif aussi dans ma guérison. Le fait d'avoir toujours quelqu'un qui est là et qui t'encourage à faire de ton mieux, et qui t'encourage à avancer, qui te donne des tips pour pouvoir aller mieux, que tu sais qu'il y a une personne que tu peux appeler directement quand ça va pas et qui sera là pour t'aider le plus qu'elle le peut. Je l'aime de tout mon cœur et je remercie également d'être là. Et je pense que c'est mon copain, ma meilleure amie, deux personnes qui ont été extrêmement présentes. Ma maman aussi et ma grande sœur. Même si on ne se voyait pas beaucoup à l'époque, je sais que quand elle a appris ce qui s'est passé, elle m'a appelé, on en a beaucoup parlé. Elle était là quand ça allait pas, je l'appelais. Même si elle me répondait pas tout de suite, elle me rappelait plus tard. C'est des personnes qui ont été extrêmement présentes. Donc je pense que l'une des manières les plus importantes, enfin les plus impactantes qui ont aidé dans ma guérison, dans mon processus de guérison, c'est d'avoir eu un entourage sain. En fait, de m'être débarrassée de toutes les personnes néfastes pour moi que j'avais dans ma vie et qui étaient fondamentalement toxiques en fait. Toutes les personnes qui me mettaient pas bien, qui ne m'aidaient pas, qui se centraient que sur elles-mêmes. Et j'en ai rencontré beaucoup, hein, des amis qui étaient autocentrés, des amis qui ne me considéraient pas autant que je les considérais et qui en fait au fur et à mesure du temps j'ai arrêté de leur parler, non pas parce que je ne les apprécie pas, parce que je les aime toujours beaucoup, mais parce que je sais que j'ai pas pu compter sur eux à ce moment où c'était très dur pour moi dans ma vie et je pense que ça a un petit peu cassé quelque chose. Alors, évidemment il y a des exceptions, il y a des amis que j'ai gardés, à ceux en qui je parle encore un petit peu, pas tous les jours, mais disons que demain si une personne de mon ancien groupe d'amis vient me voir et me tape la discute, ce serait comme si on s'était jamais séparés. Mais il y a toujours ce petit pincement de me dire qu'ils n'étaient pas là à ce moment-là et que c'était certainement le moment où j'avais le plus besoin d'eux. Et je pense que avoir l'entourage le plus sain possible et se dégager de toute personne toxique, toute personne qui pollue votre environnement, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Moi, à partir du moment où j'ai arrêté d'être avec ce garçon qui me faisait du mal et où j'ai commencé à avoir des amis sains et une relation saine, qui n'était pas aussi saine que maintenant, mais qui était quand même beaucoup plus saine que celle que j'avais avant, en fait, ça a changé tout presque. Parce que ils ont comblé ce vide intérieur, ils ont comblé aussi ce trop plein d'émotions que je ressentais en permanence, cette tempête dans ma tête qui me paralysait en fait. Et donc je pense que l'une des premières solutions, si jamais vous êtes concerné par ce genre de problème, c'est vraiment de, même quitte à être un petit peu seul pendant un moment, vraiment vous éloigner le plus possible des personnes néfastes et vous rapprocher de ceux et celles qui vont rester en fait. Il y a certainement des personnes qui ne vont pas vous retenir quand vous allez partir et celles qui vous retiendront et qui essaieront vraiment d'être là pour vous, il faut les garder parce qu'elles sont extrêmement précieuses. Moi je vous le dis, hein, ma meilleure amie, même après 1 an et demi sans s'être parlé, elle était toujours là et je savais qu'elle resterait là jusqu'à ce que je meure. Quoi. C'est tellement impactant d'avoir un ami qui reste proche de toi, même après beaucoup d'épreuves. Mon copain, même après toutes les disputes et tous les malentendus et tous les problèmes qu'on a eu dans le début de notre relation, là on est ensemble, ça se passe vraiment bien et c'est fou de se dire que il n'est pas parti, il ne s'est pas enfui, c'est ça qui est important aussi pour moi. De savoir sur qui on peut compter. Voilà, c'est l'une des raisons principales d'une guérison. Et surtout, évidemment, je le fais passer en second parce que il est vrai que voilà, j'ai pas vu mon psy pour ça très longtemps, enfin je le vois encore, rassurez-vous, je le vois, tout va bien, mais pour la raison addiction, ça n'a pas été très long, ça a duré 4 à 5 mois, où j'avais des séances toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et après on a dérivé sur autre chose et on a commencé à entamer le processus de guérison sur d'autres problèmes, sur des traumas, sur plein d'autres choses. Mais évidemment faites-vous aider, consultez un psychologue même en ligne, faites du mieux que vous pouvez. Documentez-vous aussi. Moi j'ai plusieurs livres que je pourrais vous recommander que j'ai lus ou qui vont être lus, qui sont en cours de lecture pour mieux comprendre ce qui se passe dans ma tête, mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des autres
et réussir à me développer en fait intellectuellement et personnellement. Et ouais, la lecture, l'enrichissement personnel et aussi me fixer des objectifs qui n'étaient pas des objectifs inatteignables, c'était des petits objectifs. Tous les jours, un petit truc en plus. Aujourd'hui, j'essaye de me prendre... j'avais une quantité de médicaments élevée, j'essaie d'en prendre une plus petite, puis d'une plus petite, puis encore une plus petite. Aujourd'hui, le psy m'a dit qu'il fallait que je réduise ma consommation de ci ou ça. Je réduis. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, quand on répète la même chose plusieurs fois, ça devient une habitude. Et c'est comme ça que j'ai aussi perdu l'habitude de me faire du mal en me scarifiant, de me faire du mal en prenant des médicaments ou de quelconque manière. C'est aussi comme ça que j'ai pu arrêter et retrouver un mode de vie relativement sain, qui n'est pas encore au top du top, parce que la dépression, ça part pas comme ça, en un claquement de doigts, et ça reste très longtemps. Et je vais citer Billie Eilish parce que je l'aime, mais la dépression ne part pas, elle ne fait que s'améliorer, on va dire. Il me semble qu'elle avait dit ça comme ça. Et consultez un psychologue, consultez un psychiatre éventuellement, consultez sur internet des psys qui peuvent vous aider. Il me semble qu'il y avait BetterHelp, je sais que c'est pas la meilleure application, mais je sais que ça peut quand même aider. Appelez le 3114 si jamais vous sentez que vous êtes au bord d'en finir en fait. Ne vous laissez pas seul. Ne vous laissez pas vous engouffrer seul. Parce que, en fait, le problème c'est que ça va devenir une boucle infernale. Vous allez vous éloigner des autres, vous allez vous faire du mal, vous allez fuir les gens, puis ensuite vous allez dire mais je comprends pas pourquoi personne m'aime, mais je comprends pas pourquoi personne ne veut être ami avec moi, alors que vous êtes éloigné tout seul. Et ce sera très malsain pour vous. Vous allez penser ah ouais mais moi si demain je meurs, personne ne le saura parce que personne ne prend soin de moi. Si, les gens savent que vous existez, mais il ne faut pas que vous vous éloigniez d'eux, il faut que vous restiez près, il faut que si jamais vous vous sentez vraiment pas bien et que vous sentez qu'il y a des gros problèmes dans votre vie, pitié, restez avec les gens qui sont bons pour vous, qui ne sont pas néfastes pour vous, et consultez. Je vous dis pas ça en mode vous le voyez d'une sorte à ouais vous êtes fou, pas du tout. Pas du tout, ce serait extrêmement mal placé de ma part de dire ça. Mais consulter dans le sens où parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, parler à un inconnu, ça peut faire du bien, ça peut ouvrir, ça peut créer de nouveaux mécanismes. Écrivez aussi, ça c'est un truc que mon psy m'avait conseillé, d'écrire, dès que je me sentais pas bien, écrire dans un carnet. J'ai des tonnes et des tonnes de carnets écrits de plein de pensées qui, ok, ne sont pas spécialement joyeuses, mais qui sur le moment m'ont permis d'extérioriser autrement qu'en me faisant du mal. Écrire, ça a vraiment été très bien. Dessiner aussi, ça a vraiment été une très bonne solution. Lire, la lecture aussi, dès que je commence à m'ennuyer, enfin, commençais, ce n'est plus le cas, à m'ennuyer et donc à penser à me faire du mal aussi ou ça, bim, ouvrir un livre, se poser dehors au soleil dans le jardin pendant l'été, et voilà, essayer de remplir mon temps de qualité, de choses de qualité et de trucs qui peuvent vraiment, même le sport, hein, je suis absolument pas quelqu'un qui apprécie le sport plus que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui, voilà, allaient pas bien dans une période de leur vie, qui se sont mis au sport et qui aujourd'hui ne peuvent plus s'en passer. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à sortir de ce genre d'addiction très néfaste et puis même meurtrière dans certains cas. Et voilà, j'en parle par expérience, je ne pleure pas puisque, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec ça, en paix avec ce chapitre-là de ma vie qui a duré un moment quand même, qui a été très dur. D'ailleurs, il faut savoir que moi je suis une personne qui cicatrise extrêmement vite et que ce qui m'angoissait aussi c'était... Enfin quelque part, je me faisais du mal pour aussi montrer en quelque sorte que je me sentais pas bien aussi. Même si je cachais toujours mes cicatrices, etc. avec des mitaines et des trucs comme ça, oui je le faisais, mais je voulais quand même que quelqu'un remarque que ça aille pas. Et en fait c'est... Même si c'est malsain, c'est compréhensible comme mécanisme. Il me semble que psychologiquement, oui, c'est complètement explicable que les gens fassent ça pour se sentir important. Mais c'est une solution malsaine pour vous et pour votre corps et pour votre entourage qui ne fera du bien à personne. Et voilà, je pense que c'est voilà, s'entourer comme il faut, avoir un bon suivi, pratiquer tous les jours un nouveau goal. Voilà, essayer de s'enfoncer un petit peu dans ses passions, sans se noyer dans le travail évidemment, mais faire des choses qui vraiment vous tiennent à cœur, un petit peu chaque jour, et relever un petit défi chaque jour, essayer de se regarder dans le miroir et se dire aujourd'hui j'ai fait ça tout seul. Moi ma meilleure amie,
Elle a eu des gros traumas, elle aussi, au lycée quand elle y était encore. Elle a dû être déscolarisée à cause d'une phobie scolaire. Hier ou avant-hier, elle a réussi toute seule à s'arrêter en tram devant le lycée et à passer devant les lycéens, passer devant le lycée la tête haute sans musique, juste comme un individu qui passe devant un lycée. Et je suis extrêmement fière d'elle parce que c'est un défi qui, même pour vous, vous paraît tout petit, mais qui pour elle peut paraître énorme au vu de ses traumas. Et voilà, essayez de faire des petits défis et qui vous rendront fiers de vous chaque jour et s'entourer beaucoup. Je sais que moi, je sais que l'amitié et l'amour m'ont vraiment permis de me sortir de tout ça et que c'est pas donné à tout le monde n'a pas des amis en or, tout le monde n'a pas d'entourage tout court, hein, ou une famille qui les aime et qui les soutient, et qui les soutiennent plutôt, oui. Mais je pense que les amis, tout ça, par exemple avec internet vous pouvez vous en faire plein. Moi ma meilleure amie c'est une meilleure amie virtuelle et qui m'a sauvée hein, quand même. Et je pense que il faut réussir à prendre du recul, même si ça va prendre énormément de temps, en utilisant ces petits tips que je viens de vous donner. Je voulais en parler parce que on se connaît pas personnellement vous et moi, et on se connaîtra jamais comme un humain à un humain, c'est-à-dire qu'il y a la relation parasociale que les influenceurs ont avec leur communauté, mais je pense qu'elle ne sera jamais réelle. Je veux dire, je vous connais pas comme je connais ma meilleure amie, je vous connais pas comme je connais mon copain, ou comme les gens me connaissent, et ce que tu es sur les réseaux, ce n'est pas la même personne que tu es dans la vraie vie. Tu vas être sur les réseaux, dire des choses sur les réseaux que parfois tu vas bafouer dans la vraie vie, qui vont... voilà, tu vas avoir des principes qui sont bien dans la vraie vie et que sur les réseaux, bah, ils vont pas forcément transparaître. Tu vas avoir une attitude aussi, tout le monde a un personnage sur internet. Moi, je sais que je parais 10 fois plus narcissique et j'ai l'air d'avoir beaucoup plus confiance en moi sur internet que dans la vraie vie. Et je pense, c'est l'une des choses que les gens m'ont le plus dit d'ailleurs. Qui me disent, mais je comprends pas parce que sur TikTok, sur Insta, t'as l'air extrêmement confiante et dans la vraie vie, bah t'es un peu plus... Voilà, un peu plus refermée, et bah ouais, mais parce que on a tous un personnage en fait. Mais je pense que voilà, se faire des amis grâce à internet, se faire des amis grâce à des réseaux communs. Moi j'avais Amino à l'époque, c'est une application qui te met en ligne un peu comme Discord avec plein de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, et je m'étais fait beaucoup d'amis justement virtuels à cette période où ça n'allait pas du tout, et parce qu'on se rencontrait dans des serveurs où on avait des points communs, des centres d'intérêt communs. Faites très attention quand même aux gens que vous côtoyez, parce qu'il faut savoir sélectionner les personnes, ne pas se donner trop, ni ne pas se donner assez. Avoir une relation vraiment, pour moi l'amitié c'est, voilà, tu donnes tout ce que t'as, la personne donne tout ce qu'elle a pour t'aider. Si à un moment tu ne peux pas, tu ne peux pas, si elle ne peut pas, elle ne peut pas, mais ça ne change rien que dans 6 mois, 1 an, si vous vous reparlez, rien n'aura changé et ce sera toujours autant une personne que t'aimes et que tu chéris plus que tout. J'ai une autre meilleure amie, Solène, qui habite loin de moi depuis la 4e. Donc ça va faire 4ème, 3ème, seconde, première, terminale. Ça va faire 4 ans qu'elle ne vit plus à proximité de moi, mais je sais qu'à chaque fois qu'elle passe dans ma région, elle vient me voir. Et même si on ne s'est pas parlé depuis 4 mois, l'amitié n'a pas changé. Ça reste une personne... En fait, elle est réellement gentille depuis toujours. Et bref, en dehors de ça, ça reste une personne qui... Ma complicité avec elle n'a jamais changé. Et c'est quelque chose de très important. Je vais en parler, on n'aura jamais une amitié, même si j'essaie de transparaître le plus, être la plus transparente possible, vous savez que tout ça, tous les gens ne sont pas sincères et réels sur internet, et voilà, il y a beaucoup de fois où les gens n'ont pas la même personnalité. Mais je trouve ça important aussi qu'on ait une relation un peu, voilà, un peu plus poussée entre vous et moi, quoi, parce qu'on est que 500, donc si je le fais pas maintenant, je le ferai pas quand j'aurai 10 000, 15 000 abonnés, et où ce sera foutu pour que je puisse... parler sincèrement à une petite communauté de gens. Ça me fera trop peur, je pense, plus tard de vous parler comme ça face cam de manière extrêmement honnête, je pense, parce que devant plus de gens ça m'angoisserait un petit peu. Voilà, ça m'angoisse trop. Je meurs. Mais voilà, je trouvais ça bien aussi de flouter un petit peu cette ligne entre les réseaux et la vraie vie, entre vous et moi, et vous parler de ça, parce que c'est un chapitre important. C'est un chapitre qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et la personne qui croit en elle et qui a de l'espoir et qui arrive à se faire des amis et qui arrive à être un peu plus ouverte au monde. Et c'est aussi le fait que j'ai grandi, hein, que j'ai pris en maturité, qui aussi m'a permis de passer à travers tous les problèmes extérieurs.
Mais voilà, je voulais vous en parler. Je pense que c'était très important. Je vous ai parlé de mes problèmes avec l'école, je vous ai parlé de mes problèmes aussi psychologiques à un long moment sur cette chaîne. Aussi, ici je vous parle de ça, qui est un gros moment de l'histoire de ma vie et qui me marquera à mon avis pour très longtemps. Je n'espère pas pour toujours, mais pour très longtemps. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, TikTok et ici sur YouTube dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, si vous vous sentez mal, à juste me faire un gros pavé. Un pavé dans les commentaires. Faites tous un pavé, expliquez-moi votre histoire. De toute façon, personne ne va vous juger ici, c'est une safe place. Vous avez le droit de vous sentir mal d'avoir fait tout ça, tout ça. Écrivez-moi un pavé dans les commentaires. Expliquez-moi ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, qu'est-ce qui va pas. Les gens, et aussi n'hésitez pas voilà, à aider les autres, à aider ceux qui vont mettre des pavés. Entraidez-vous, pitié. Je veux que ce soit un espace vraiment de discussion sincère et profonde. Voilà. J'espère vous avoir un petit peu diverti, même si j'avoue que cette vidéo n'était pas hyper joyeuse, mais je fais partie des gens qui aiment faire quelque chose en écoutant des vidéos comme ça où les gens s'expriment, parlent de ci ou ça. Notamment, je regarde beaucoup les vidéos de Tess Kirby. Tess Kirby, je sais pas si ça s'appelle Tess Kirby sur YouTube, mais ça s'appelle Tess Kirby sur TikTok en tout cas. Qui, voilà, pareil, fait exactement le même type de vidéo, avec assez peu de montage, mais très honnête en fait. Et voilà. Je pense que c'est bon. Je pense qu'il faut que j'arrête de piailler parce qu'après le montage va durer 45 ans. Mais je vous fais des gros bisous et je vous dis merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur tous les autres réseaux et à rejoindre le canal Instagram aussi où je vous parle un petit peu plus de ma vie parce qu'on est un petit peu entre copines vous et moi sur le canal Instagram. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Zoubi zoubi.